Bienvenue dans une analyse qui ne parle ni seulement de diplomatie, ni de discours, ni de gauche contre droite. Ce que nous allons examiner ici, c'est le pouvoir réel, le pouvoir sur les ressources, les routes, l'énergie, l'alimentation, et sur quelque chose d'encore plus crucial, la capacité d'un empire à conserver le contrôle sans tirer un seul coup de feu. Pendant plus de 2 siècles, la politique étrangère des États-Unis en Amérique latine a reposé sur un principe aussi simple que brutal: diviser pour régner. Ce n'était pas une théorie abstraite, mais une méthode. Et elle a fonctionné parce que Washington avait compris très tôt une vérité fondamentale: l'Amérique latine n'est jamais dangereuse lorsqu'elle est fragmentée. Elle le devient lorsqu'elle se coordonne. Parmi toutes les combinaisons possibles, il en existait une que les stratèges américains ont toujours considérée comme la plus redoutable: la Colombie et le Venezuela unis. 2 pays voisins, une histoire commune, des familles mêlées, un commerce naturel et une frontière immense capable d'être un pont ou une lame. 2 économies qui, ensemble, contrôlent une zone stratégique majeure: l'accès à la mer des Caraïbes, les corridors vers l'Atlantique, la connexion avec le Pacifique et, au cœur de tout, l'énergie, le pétrole, le gaz, les routes et le territoire. Une alliance solide entre Bogota et Caracas représenterait un scénario que le Pentagone ne peut tolérer: un bloc autonome au nord de l'Amérique du Sud, capable de négocier selon ses propres termes et de résister aux pressions extérieures. C'est pourquoi, pendant des décennies, le scénario a été parfaitement rodé. La Colombie devait incarner l'allié fidèle, la base avancée, le partenaire fiable. Le Venezuela, lui, devait rester l'ennemi permanent, l'État paria, le régime à isoler. Ce contraste était fonctionnel. L'un légitimait la présence militaire et politique américaine, l'autre justifiait sanctions, propagande et opérations indirectes. Tant que Bogota et Caracas se regardaient comme adversaires, l'échiquier restait sous contrôle. Mais ce scénario s'est brisé. Ce qui s'est produit entre 2022 et 2026 n'a pas été un simple rapprochement diplomatique, comme certains médias l'ont présenté. Il s'agissait d'une fracture géopolitique profonde, d'un changement de règles, d'un séisme structurel qui a laissé les stratèges américains sans réponse immédiate. Lorsque Gustavo Petro arrive au pouvoir, il ne modifie pas seulement le ton, il modifie la géométrie du pouvoir. En quelques semaines, il accomplit l'impensable du point de vue de Washington. Il rouvre la frontière, reconnaît le gouvernement de Maduro et surtout, il commence à parler de ce que l'Empire considère comme une menace existentielle: une intégration énergétique souveraine. C'est là que commence le véritable choc, car une chose est de tolérer des discours, les États-Unis en ont toléré pendant des décennies, mais une autre est de tolérer des infrastructures: gazoducs, engrais, contrats, routes énergétiques, accords régionaux, et la possibilité qu'une région bâtisse un système indépendant du dollar et du contrôle corporatif de Houston. Soudain, le Venezuela n'était plus isolé, il n'était plus seul, et la Colombie cessait d'être le pion docile. À Washington, cela n'a pas été interprété comme du dialogue, cela a été perçu comme une désertion, et cela a déclenché un réflexe classique des empires en déclin. Lorsqu'ils perdent la capacité de convaincre, ils se tournent vers la coercition. Mais avant même d'entrer dans une phase militaire, quelque chose d'essentiel s'était déjà brisé. Ce n'était pas un discours à l'ONU, c'était bien plus concret, plus inconfortable, plus dangereux pour le contrôle impérial: la souveraineté alimentaire. C'est ici qu'apparaît le premier champ de bataille: Monomeros. Monomeros est une entreprise pétrochimique située en Colombie, mais appartenant au Venezuela, qui produit des engrais indispensables à l'agriculture colombienne. Et voici une vérité que beaucoup préfèrent ignorer: sans engrais, il n'y a pas de récolte. Sans récolte, il y a la faim. Et avec la faim, n'importe quel gouvernement tombe. Sous le gouvernement précédent, sous pression directe des États-Unis, l'entreprise fut remise à des factions de l'opposition vénézuélienne. Le résultat fut prévisible: corruption, faillite, chaos et risque réel de crise alimentaire.
Lorsque Petro arrive au pouvoir, il prend une décision que Washington perçoit comme une provocation majeure. Il restitue Monomeros au gouvernement de Maduro et il le justifie non par idéologie, mais par une logique implacablement concrète. Nous avons besoin d'engrais abordables, nous devons produire de la nourriture. Je ne sacrifierai pas l'assiette du peuple colombien pour la politique de sanctions des États-Unis. Ce geste dépassait largement l'administratif. C'était une déclaration d'indépendance pratique, un message clair. Ma priorité est mon pays, pas le scénario de Washington. À cet instant, l'Empire a compris quelque chose d'inquiétant. Ces sanctions ne contrôlaient pas le Venezuela, elles pénalisaient la Colombie elle-même et se heurtaient à la réalité de l'interdépendance régionale. Et lorsqu'un mécanisme de domination devient contre-productif, l'Empire panique. Mais si tu penses que la peur réelle concernait les engrais, non, ce n'était qu'un premier signal. Le véritable mot qui terrifiait Washington était un autre, énergie. Car une alliance énergétique entre la Colombie et le Venezuela signifierait exactement ce que l'Empire ne peut accepter, un bloc autonome, moins dépendant, plus fort dans la négociation et bien plus difficile à soumettre au chantage. C'est précisément cette ligne rouge qui pousse l'histoire vers le point de rupture de 2026. Mais le véritable point de non-retour fut l'énergie. Car à Washington, on peut encore toucher à presque tous les sujets, droits humains, discours, élections, et il reste toujours une marge de manœuvre. Mais lorsqu'on touche à l'architecture énergétique, on touche à la colonne vertébrale du pouvoir. Et c'est là qu'apparaît le véritable axe de cette histoire, le gazoduc transcaribéen Antonio Ricaurte. Pour le grand public, un gazoduc semble être quelque chose de technique, d'ennuyeux, réservé aux ingénieurs. Pour un empire, c'est tout autre chose. C'est une ligne de souveraineté, un canal par lequel circule l'indépendance ou la dépendance. Si ce pipeline est réactivé, la Colombie gagne quelque chose que Washington juge inacceptable, un accès à une énergie bon marché, proche, stable et surtout hors du contrôle du dollar. Ces dernières années, la Colombie fait face à une réalité inconfortable, un déficit de gaz. La demande augmente, la production nationale ne suffit plus et le pays devient vulnérable. Dans ce contexte, deux chemins existent. Le premier est logique et rationnel, importer du gaz vénézuélien par pipeline. C'est moins cher, c'est stable, c'est géographiquement naturel, cela renforce l'industrie locale et réduit les coûts. Le second est impérial, forcer la Colombie à acheter du GNL, du gaz naturel liquéfié, à prix premium, transporté par bateau, lié à des contrats financiers et intégré à un écosystème énergétique contrôlé depuis les États-Unis. Le premier choix sert les intérêts colombiens. Le second sert les grandes entreprises énergétiques et l'appareil d'influence de Washington. Voilà pourquoi le gazoduc Antonio Ricaurte n'était pas une simple infrastructure. C'était une déclaration, la Colombie peut choisir. Et c'est à cet instant que la panique stratégique commence. Car si la Colombie s'intègre énergétiquement au Venezuela, une chaîne d'effets se déclenche, capable de faire exploser le modèle traditionnel de contrôle. La Colombie devient moins vulnérable au chantage, le Venezuela retrouve de l'oxygène économique et une légitimité régionale. La frontière cesse d'être une cicatrice militaire pour devenir un corridor productif. Et surtout, pour Washington, une porte s'ouvre à un financement chinois de la modernisation énergétique. Washington ne craint pas le Venezuela isolé. Washington craint le Venezuela relié. Et la Colombie était le pont. C'est ici qu'entre en jeu un concept historique qui obsède les stratèges américains, même s'ils ne le reconnaissent jamais publiquement, le fantôme de la Grande Colombie. Il ne s'agit pas de nostalgie romantique, mais de géographie du pouvoir. Un bloc au nord de l'Amérique du Sud, articulé entre Caraïbes et Pacifique, doté d'un poids énergétique et commercial, capable de se coordonner avec le Brésil, avec le monde caribéen et avec les routes vers le canal de Panama. Pour les États-Unis, c'est le pire scénario possible, une région qui négocie en tant que bloc.
C'est pourquoi l'alliance Petro-Maduro n'a pas été perçue comme un simple dialogue. Elle a été interprétée comme la résurgence d'un danger structurel, l'intégration qui empêche le contrôle. Mais pourquoi la réaction de Washington a-t-elle été si agressive? Parce que cette phase marque un basculement psychologique décisif de l'Empire, le moment où les États-Unis comprennent qu'il ne suffit plus de passer un coup de fil à Bogota. Pendant des décennies, la Colombie pouvait être gérée par des mécanismes souples: coopération militaire, financement, renseignements partagés, pression diplomatique, conditions économiques et surtout l'idée que l'alliance garantissait protection et stabilité. Avec Petro, ce contrat implicite a commencé à se fissurer. Et ici s'impose une logique que Richard Wolff rappelle souvent lorsqu'il parle des empires. Un empire sûr de lui n'a pas besoin de menacer. Un empire fort persuade, achète, intègre. Un empire en déclin devient paranoïaque et réactif. C'est exactement ce que nous observons. Les États-Unis ne réagissent pas par la violence parce qu'ils sont plus puissants. Ils réagissent par la violence parce qu'ils sentent qu'ils perdent le contrôle. L'alliance Petro-Maduro a montré quelque chose de profondément inquiétant pour Washington. La Colombie pouvait agir comme un acteur autonome sans s'effondrer immédiatement. Et cela est contagieux. Car si la Colombie peut négocier avec le Venezuela, pourquoi pas les autres? Si elle peut privilégier des engrais abordables plutôt que des sanctions, pourquoi pas les autres? Si elle peut parler de souveraineté énergétique, pourquoi pas les autres? L'intégration est contagieuse et l'Empire le sait. C'est pour cela que Washington commence à traiter la situation comme une question de sécurité nationale. Et c'est là qu'apparaît le grand tour de passe-passe impérial: changer le langage pour justifier le contrôle. Et c'est précisément à ce moment que l'histoire entre en zone rouge, lorsque Washington cesse de corriger le cap par la diplomatie et commence à vouloir renverser le plateau. Car lorsqu'un empire perd sa capacité à persuader son allié le plus important, ce qui suit n'est généralement pas la négociation, mais la coercition. C'est ainsi que janvier 2026 apparaît comme le moment où la panique cesse d'être silencieuse pour devenir intervention. Mais attention, cette intervention ne naît pas de la force. C'est pour cela que cette fracture n'est pas conjoncturelle. C'est ce que des économistes comme Michael Hudson appellent le ressource grab, le passage du capitalisme productif au capitalisme prédateur. Et les États-Unis, confrontés à la montée de la Chine, à l'érosion de leur hégémonie industrielle et à l'affaiblissement du dollar, sont entrés exactement dans cette phase. Regardons les faits matériels. Le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. Ce n'est pas une opinion politique, c'est une donnée géologique. Mais ce pétrole a une caractéristique décisive: il est lourd et extra lourd. Cela signifie qu'il ne peut être exploité sans diluant, sans infrastructure spécifique, sans technologie spécialisée. Des voies se vers l'Asie, la Chine, les monnaies locales, des accords énergétiques bilatéraux. Et voici le point critique: si le Venezuela parvenait à vendre son pétrole en dehors du système du dollar, le choc ne serait pas seulement énergétique, il serait monétaire. Voilà pourquoi l'alliance avec la Colombie était si dangereuse. Elle offrait au Venezuela une fenêtre logistique et politique pour fissurer cet encerclement. Du point de vue impérial, cela ne pouvait être toléré. C'est ainsi qu'est née la logique de l'intervention de 2026. Non comme une folie improvisée, mais comme une décision froide. Si nous ne pouvons pas contrôler le flux, nous contrôlerons physiquement la ressource. Le parallèle historique est troublant. Panama, 1989. Le discours officiel: le narcotrafic. L'objectif réel: sécuriser le canal. Venezuela, 2026. Le discours revient: le narcotrafic. L'objectif réel: sécuriser le pétrole de l'Orénoque. Les récits changent, le schéma demeure. Washington n'a pas agi parce que Maduro représentait un problème politique. Il a agi parce que le régime de sanctions perdait de son efficacité. Les sanctions ne fonctionnent que lorsque le pays visé est isolé. Lorsqu'un allié régional solide apparaît, elles deviennent poreuses. Et la Colombie était en train de percer le mur. L'intervention visait à colmater cette brèche. Mais c'est ici que le calcul impérial a commencé à se dérégler, car s'approprier une ressource ne signifie pas la contrôler économiquement.
Une chose est de prendre un puits de pétrole avec des soldats. Une autre est de le faire fonctionner dans le marché mondial. En intervenant, les États-Unis ont transformé le pétrole vénézuélien en un actif juridiquement toxique. Pour une grande partie du monde, Asie, Afrique, pays des BRICS, ce brut est désormais perçu comme du pétrole volé. Petro a compris le message avec une lucidité historique. Si aujourd'hui c'est Maduro, demain cela peut être moi. Et cette prise de conscience transforme entièrement la psychologie politique. Le déploiement de troupes colombiennes à la frontière n'était pas une collaboration. C'était une mesure de contention, non pour soutenir les États-Unis, mais pour empêcher que le conflit ne déborde sur le territoire colombien. Un parallèle glaçant avec 1973 s'impose alors. Salvador Allende croyait lui aussi que la souveraineté économique pouvait coexister avec la tolérance impériale. L'histoire a démontré le contraire. Petro a appris cette leçon en temps réel. Parallèlement, l'intervention américaine a déclenché une bombe sociale, l'interruption de monoméros. Sans engrais, l'agriculture colombienne subit une explosion brutale des coûts. Les prix alimentaires commencent à grimper. Coïncidence? Non, c'est une méthode classique, la guerre économique indirecte, faire hurler l'économie pour briser un gouvernement. Mais cette fois, le résultat n'a pas été une soumission immédiate. Il a été bien plus dangereux pour Washington, une prise de conscience régionale partagée. Les peuples commencent à comprendre que le problème n'est pas idéologique, mais structurel. Peu importe que la gauche ou la droite gouverne, si l'on tente une souveraineté réelle, la sanction arrive. Et c'est là que naît le véritable choc. Pas à Caracas, pas à Bogota, mais dans l'imaginaire latino-américain. L'idée selon laquelle l'obéissance garantit la stabilité commence à mourir. Vient alors le deuxième effet, l'accélération brutale de la dédollarisation. Le message était limpide. Si Washington peut s'approprier le pétrole vénézuélien, il peut aussi geler le vôtre. Les achats d'or par les banques centrales ont explosé. Les accords bilatéraux en monnaie locale se sont multipliés. Les contrats énergétiques ont commencé à être signés hors du dollar. Mais peut-être que l'effet le plus dévastateur ne s'est pas produit sur les marchés, il s'est produit en Colombie. La Colombie est devenue la victime collatérale parfaite. Des millions de déplacés ont commencé à franchir la frontière, fuyant l'occupation, l'effondrement institutionnel et la peur. Et vers où se sont-ils dirigés? Vers le territoire colombien, villes frontalières saturées, système de santé débordé, pression sociale croissante. Washington avait provoqué une crise humanitaire qu'il utilisait désormais comme instrument politique. La logique était cynique mais familière. Si la Colombie s'effondre socialement, le gouvernement Petro tombera. Migration comme arme, faim comme levier, chaos comme méthode, une stratégie classique de guerre hybride. Mais une fois encore, le calcul s'est révélé erroné, car le peuple colombien n'a pas blâmé Petro, il a désigné le pouvoir qui avait déclenché l'incendie. Loin de reculer, Petro a durci son discours, il a parlé ouvertement de souveraineté énergétique, il a cherché l'appui du Brésil, il a activé des contacts avec les BRICS, il a dénoncé publiquement la doctrine Monroe comme une forme moderne de colonialisme. À Washington, cela a provoqué une véritable panique, car la Colombie n'est pas un pays marginal, c'est une nation de plus de 50 millions d'habitants, dotée de l'une des armées les plus expérimentées du continent. Située à un carrefour stratégique entre les Caraïbes, le Pacifique et l'Amazonie. Perdre la Colombie signifiait perdre l'axe stratégique du nord de l'Amérique du Sud. Et ils étaient en train de le perdre. L'ancienne formule, récompenser l'obéissance et punir la dissidence, ne fonctionnait plus. Chaque sanction produisait davantage de résistance. Chaque menace renforçait les alliances régionales. Pendant ce temps, la Chine observait et attendait. Elle n'envoyait pas de soldats, elle ne prononçait pas de discours grandiloquents, elle offrait simplement quelque chose d'extrêmement puissant, des contrats, des infrastructures, des financements et la non-ingérence. Face à un États-Unis qui enlève des présidents, la Chine apparaissait comme un partenaire prévisible. L'opération Résolution absolue est devenue, paradoxalement, la meilleure publicité possible pour Pékin. C'est alors qu'est apparu l'effondrement psychologique réel de l'Empire.
Washington comprit qu'il ne pouvait plus contrôler l'hémisphère sans recourir à la force et que chaque recours à la force détruisait un peu plus sa légitimité. Un cercle vicieux, plus de pression, plus de résistance, plus de résistance, plus de coercition, plus de coercition, plus d'isolement. C'est la dynamique finale de tout pouvoir hégémonique en déclin. Et puis quelque chose de silencieux mais irréversible s'est produit. L'idée du panaméricanisme est morte. La notion d'une famille hémisphérique sous leadership américain a cessé d'exister. Plus personne n'y croyait, car une famille ne séquestre pas ses membres, elle ne les affame pas, elle n'utilise pas la peur comme politique étrangère. À cet instant, même si peu osaient encore le dire à voix haute, le continent a compris qu'il venait de franchir un point de non-retour. Les États-Unis possédaient encore des armes, encore des bases, encore du pouvoir, mais ils avaient perdu quelque chose de bien plus difficile à reconquérir, la confiance. Et sans confiance, la domination se transforme en occupation. Et l'occupation toujours finit de la même manière. Nous arrivons au moment où l'histoire cesse d'être confuse et devient limpide. L'intervention de janvier 2026 ne sera pas retenue comme une démonstration de la puissance américaine, mais comme l'instant où cette puissance a révélé sa fragilité. Les États-Unis ont remporté une victoire tactique. Ils ont capturé un président, brisé une alliance et pris le contrôle de ressources. L'alliance entre la Colombie et le Venezuela a été détruite par la force, oui, mais l'idée qu'elle incarnait a survécu. L'idée que les pays du Sud ne peuvent se défendre qu'unis, que la souveraineté ne se négocie pas, que le développement ne peut dépendre de l'autorisation d'une puissance étrangère. Washington a cru pouvoir figer l'histoire avec des soldats. Mais l'histoire ne s'arrête jamais. Chaque empire, lorsqu'il entre dans sa phase finale, commet la même erreur, confondre obéissance et stabilité. Aujourd'hui, l'Amérique latine n'obéit plus. Elle observe, elle se souvient et elle se prépare. Le monde qui vient ne sera pas unipolaire, il sera inconfortable, instable, mais irréversible. Et lorsque, dans quelques années, ce moment sera étudié, on ne parlera pas seulement d'une opération militaire, mais de l'instant précis où le continent a compris une vérité essentielle. Le véritable pouvoir ne consiste pas à imposer, mais à cesser d'accepter l'imposition. Voilà le véritable choc. Et ce changement, désormais, n'a plus de retour possible.